rupture avec ce qui précède ne va pas être trop violente, puisqu'on va passer de la microéconomie à la macroéconomie, pour dire les choses d'un point de vue académique. Je suis très content d'être là. J'avais deux anecdotes avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire la commande qui m'était passée. J'étais à Tokyo la semaine dernière et dans l'hôtel où j'étais, il y a une jeune femme qui vient me voir en disant, écoutez, voilà, je suis le responsable de la clientèle, de tout le marketing de l'hôtel. Parlait un japonaise, parlait un français extraordinaire. J'ai dit, votre français. Elle me dit, j'ai fait mes études à BSB. Hein, donc, je me suis dit, tiens, voilà. Et puis après, j'étais dans une table ronde avec le président de Nissan. Vous voyez, donc c'était voilà, deux heures avant que Carlos se fasse arrêter. Donc voilà. Donc ce voyage au Japon a été, en termes culturels, assez intéressant. Alors, on m'a demandé de vous parler de trois sujets qui ont évidemment des liens les uns avec les autres, et je ne vais pas être trop long. Comme d'habitude, je suis le dernier obstacle avant le cocktail, donc je vais essayer de rester raisonnable. On m'a demandé de parler de la stratégie de croissance de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus urgent en France? Alors évidemment, ceci tombe, quand on a discuté de cela il y a quelques mois ou semaines, on n'avait pas encore les gilets jaunes, hein, mais on voit qu'on tombe dans un environnement, il y a une vraie problématique hein, sur qu'est-ce qu'il faut réparer, comment le réparer, qu'est-ce qui est le plus grave. Donc voilà, que faut-il faire en France et quelles sont les choses les plus urgentes pour faire avancer l'économie. Même question pour l'Europe. Alors je ne vais pas du tout traiter de tous les problèmes européens. Je voulais vous dire quelques mots sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'absence radicale de quoi que ce soit qu'on pourrait appeler la politique industrielle de l'Europe. Et ceci me paraît extrêmement grave, le fait que l'Europe n'ait pas jamais su finalement faire ce que savent faire les Chinois, et je vais y revenir, c'est-à-dire s'organiser pour développer les industries stratégiques et les aider à devenir plus grandes, à acquérir la taille mondiale. Et ceci est, à mon avis, révèle un défaut de réflexion des autorités européennes dans le domaine essentiellement de l'industrie, des nouvelles technologies. Et puis le troisième sujet, alors là qui est évidemment aussi d'actualité, c'est est-ce que nous allons vers une nouvelle crise financière? De nombreuses voix se sont élevées pour le dire. Christine Lagarde, par exemple, récemment, un certain nombre d'universitaires célèbres. Enfin, il y a aussi dans les universitaires ceux qui annoncent une crise financière tous les ans, ce qui permet de se faire remarquer quand il y en a une, mais il y a quand même aussi quelques gens sérieux parfois. Et là, je crois qu'il faut réfléchir. Hein, est-ce qu'il y a des grands déséquilibres financiers aujourd'hui? Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait il y a 10 ans ou pas? Et donc, est-ce qu'il faut être inquiet pour la stabilité financière globale? Alors, je vais utiliser quelques photos de vacances. Donc, je commence par la question de la France. Et je voudrais revenir sur un point qui me choque beaucoup dans le débat que nous avons ces jours-ci en France. On pourrait appeler ça mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas traiter le problème du pouvoir d'achat avant d'avoir traité le problème de la génération de revenus. C'est comme une entreprise qui distribuerait des dividendes sans avoir de chiffre d'affaires. Donc, on a le pouvoir d'achat, c'est le reflet des gains de productivité d'un pays. Les gains de productivité d'un pays, c'est ce qui génère du surplus, c'est ce qui permet d'augmenter les salaires, d'augmenter les profits. Et donc, avant de réfléchir au pouvoir d'achat, il faut réfléchir à ce qui bloque la fabrication de gains de productivité, donc la fabrication d'un surplus de revenus qui pourrait ensuite être distribué. Donc il faut faire les choses à l'endroit. Il y a beaucoup de pays sur la planète qui ont fait les choses à l'endroit. Les Allemands au début des années 2000, les Espagnols depuis 10 ans. Et ça serait assez grave que les Français ne fassent pas les choses à l'endroit. Alors il y a énormément de travaux qui sont faits sur les problèmes structurels de la France. Je vais vous les résumer en 3 minutes. Si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer plein de choses. Je suis dans un petit groupe, d'ailleurs, qui travaille avec le gouvernement français, où on réfléchit à ces questions. Et on a beaucoup de convictions, mais qui sont étayées par énormément de travaux d'universitaires de tous les pays. Et que trouve-t-on comme problème structurel de la France? Vous allez voir que ce ne sont pas des problèmes de macroéconomie, ce sont des problèmes vraiment structurels. Alors, le premier, je me suis aperçu que le premier tableau est peut-être dur à lire du fond. Vous voyez rien, mais les chiffres sont justes. C'est une enquête qui est tout à fait fascinante, qui est faite par l'OCDE, qui s'appelle PIAC. Alors je vous montrerai PISA après. Tout le monde connaît PISA. Vous savez, PISA, c'est les compétences des enfants. Hein. C'est fait chez les jeunes qui ont à peu près 14 ans dans l'ensemble de l'OCDE. PIAC, c'est le PISA des vieux.
C'est le même sur les 20-60 ans. Et alors, donc, je vous ai mis les pays. Et nous, on est là. On est là. C'est-à-dire, vous voyez, pour faire pire, il faut être italien, quoi. Et c'est absolument abominable, quoi. Alors, on est juste derrière les Américains. C'est que les Américains ont aussi d'énormes problèmes de compétences. C'est pour ça qu'ils ont un recours massif à l'immigration. On a un niveau de compétences des Sarléens en France. Alors, je ne voyais pas les chiffres du score, mais quand vous comparez, par exemple, le Japon, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, l'Australie, enfin, les pays qui sont en haut, et la France, il y a vraiment une énorme différence. Et cette enquête a plein de détails. On s'aperçoit en particulier que les compétences des Français sont... Alors les tests, c'est les mêmes que PISA. C'est faire un peu de maths, savoir lire quelques pages en les comprenant et savoir se servir d'Internet, en gros. Et les compétences des Français sont particulièrement faibles pour les Français à des niveaux d'éducation faibles. C'est-à-dire, plus vous allez vers le bas du niveau d'études, plus le problème de compétences est grave. Alors que si vous êtes tout en haut, le niveau de compétence est à peu près celui de la moyenne de l'OCDE. Il y a beaucoup de travaux, et on travaille beaucoup ça avec Muriel Pénicaud, il y a beaucoup de travaux qui sont extrêmement convaincants et qui expliquent que ceci explique très largement, je y reviendrai après, le fait que le taux d'emploi est faible en France, qu'il y a beaucoup de Français qui ne trouvent pas d'emploi, qu'on ne modernise pas beaucoup les entreprises, je vais revenir aussi, qu'il y a un défaut de modernisation des équipements, que les gains de productivité sont faibles, que l'industrie est de petite taille et a du mal à recruter, etc. etc. Donc ce problème de compétences, je crois, il est extrêmement central. Si on ne traite pas le problème de compétences, le reste finalement ne marchera pas. Et donc c'est un des enjeux majeurs de ce quinquennat, c'est d'arriver à redresser les compétences. Alors les compétences s'alimentent des adultes, s'alimentent des problèmes de compétences des jeunes. Alors là, vous voyez peut-être mieux les chiffres. Donc ça, c'est PISA. Et alors là, vous voyez aussi quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant. Vous voyez le score PISA de la France. Il est très bas. Il n'y a que celui des États-Unis qui est plus bas. Eux, ils votent Trump, donc c'est normal. Et ensuite, vous voyez qu'il décline sans arrêt. Depuis les années 2000, il recule. Alors qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, il y a eu en Allemagne dans les années 2000 ce que les Allemands eux-mêmes avaient appelé la crise PISA. Ils s'étaient rendus compte que leur système éducatif avait énormément de problèmes de qualité. Ils ont complètement changé les techniques d'éducation en prenant, pour ceux que ça intéresse, il y a un bouquin formidable de quelqu'un qui s'appelle Yann Algan, qui est prof à Sciences Po, sur cette question du système finlandais. Et alors c'est pour ça que j'ai mis la Finlande. Et vous avez en Allemagne un redressement tout à fait important de l'efficacité du système éducatif qu'on n'a pas eu en France. Et alors évidemment, vous alimentez par le bas les problèmes de compétences des adultes. C'est que l'OCDE a une sympathique catégorie qu'elle appelle les NEET. Ça veut dire No Education, No Employment, No Training. Pas d'éducation, pas d'emploi, pas de formation, pas de compétences. Il y a 18% des Français de 15 à 29 ans qui sont NEET et dont la probabilité de trouver un emploi plus tard dans leur vie est à peu près de 0. Et donc évidemment, vous alimentez ce problème de compétences par le bas, par les jeunes. Donc ça me paraît absolument crucial. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et qu'il faut réparer. Alors, je vais très vite sur des choses qui vous énervent, mais on paye trop de cotisations sociales en France dans les entreprises. Mais là, si je disais l'inverse, un public de patrons, ma soirée serait gâchée, donc je passe. Quelque chose qui est très important aussi, et qui est un peu plus mystérieux, c'est que nous avons en France un très grand défaut de modernisation du capital des entreprises. Ce que vous avez là, c'est des données qui sont extrêmement intéressantes. Alors là, je les ai beaucoup agrégées. C'est le taux de robotisation de l'industrie. C'est le nombre de robots par centaines d'emplois industriels. Et vous voyez que la France... Oh, pardon, j'ai essayé. Je cherchais... Voilà. Je ne sais pas si on peut éclairer normalement comme ça. Voilà. La France, c'est là. C'est vraiment très bas, quoi. Alors, les Coréens sont là. C'est une autre planète. Les Japonais, les Allemands. Mais les Français, vous voyez... Et il n'y a pas d'amélioration. On a un très grand défaut de modernisation du capital. L'investissement en nouvelles technologies au sens large des entreprises en France, c'est la moitié par rapport au PIB de celui de l'ensemble de la zone euro. C'est le tiers de celui des États-Unis. Et alors, ceci est assez compliqué à comprendre parce que on est un pays où le coût du travail est élevé. Dans un pays où le coût du travail est élevé, les entreprises devraient normalement robotiser beaucoup pour améliorer leur productivité. Or, il y a très peu de robotisation.
dans les entreprises françaises. Ceci est extrêmement corrélé après aussi aux compétences, j'en parlais avant, et après aussi à la capacité à exporter. Les pays qui robotisent peu perdent des parts de marché à l'exportation, c'est que c'est le cas de la France. Et on n'a pas, enfin, à part l'explication compétences, on n'a pas énormément d'explications pertinentes. Enfin, on n'est pas sûr d'avoir complètement élucidé la raison pour laquelle il y avait si peu de modernisation du capital. Bien sûr, tout ça, c'est des moyennes. Et quand on parle des partenaires d'entrepreneurs, en général, c'est les bons qui sont là, quoi. Et les mauvais sont devant la télé. Et donc ce que nous avons là, c'est une moyenne. Hein. Mais cette moyenne n'est pas bonne, quoi, hein, sur la question de la montée en gamme des équipements en France. On a un taux d'investissement qui est élevé, mais qui est peu sophistiqué. Donc, on achète beaucoup d'investissements peu sophistiqués par rapport à d'autres pays. Et on n'a pas totalement éclairci, à part le lien très évident, alors qui est très évident quand vous travaillez les données, avec les problèmes de compétences des salariés. Voilà. Et ça, évidemment, ça bloque. Tant qu'on n'a pas corrigé ça, on ne redressera pas l'industrie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réindustrialisation de la France. On a dit autrement, je dis ça souvent à mes étudiants à Paris, on a les coûts de production de l'Allemagne, mais on n'a absolument pas le niveau d'appareil industriel ou le niveau de gamme de l'Allemagne. Hein. Et donc c'est quelque chose dont on ne se remet pas. Et il faut s'en remettre en montant le niveau de gamme et pas en baissant les salaires, quoi, évidemment. Hein. Mais c'est un enjeu majeur. Alors, résultat de tout ça, on peut synthétiser tout ça en regardant le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des Français en âge de travailler qui ont un emploi. Donc, vous voyez que c'est la ligne d'en bas. Hein. On est à peu près 65% de taux d'emploi. Vous voyez que c'est un peu remonté depuis que l'économie va mieux, mais enfin, ça n'a pas énormément augmenté. Et vous voyez comment on se situe par rapport aux pays normaux, je dirais. Hein. Donc, là, vous avez les États-Unis ici, l'Allemagne, vous devez avoir le Japon. Où est le Japon ? Le Japon est ici, le Royaume-Uni est ici, etc. Donc la norme, c'est un taux d'emploi. Vous savez qu'aux États-Unis, il a beaucoup baissé. Hein, c'est un des grands débats aux États-Unis en ce moment. Ceci est lié d'ailleurs à des problèmes de santé des Américains. C'est que les Blancs américains de 40 et 60 ans, c'est la seule population de la planète dont l'espérance de vie diminue. Hein. Parce qu'ils prennent des opiacés avec de la bière et ils s'en remettent pas, quoi, en gros. Hein. Et non, mais c'est pas une plaisanterie, c'est exactement ça qui se passe. Et donc, vous voyez que même, mais alors dans les autres, vous voyez le niveau. Et alors, regardez ce que ça fait 10 points de taux d'emploi. 10 points si on avait 10 points, si on était comme l'Allemagne, on serait ici, on aurait 10 points de taux d'emploi en plus. Regardez qu'au moment du début des réformes de Schröder, hein, la France et l'Allemagne avaient le même taux d'emploi. Hein. Et vous voyez ce qui s'est passé ensuite en Allemagne, hein, cette hausse de 10 points du taux d'emploi. Si on avait 10 points de taux d'emploi en plus, on aurait 6 ou 7 points de produit intérieur brut en plus. On serait radicalement au plein emploi et on aurait un excédent budgétaire. Hein. Donc et alors évidemment, ici, vous résumez tous les malheurs d'avant. C'est-à-dire la fiscalité défavorable à l'emploi, les impôts sur la production, les cotisations sociales, les problèmes de compétences, les problèmes de formation des jeunes et les problèmes de modernisation du capital qui nous coûtent des parts de marché. Et vous arrivez à ce 10 points de déficit de taux d'emploi. Bon, voilà, pour dire les choses crûment, si Macron réussit, c'est qu'il aura réussi à remonter le taux d'emploi de plusieurs points. Et là, tout le reste s'arrangera de façon considérable. Si le taux d'emploi ne remonte pas, ça sera de toute façon un échec. Alors évidemment, ceci nous dit que les réformes essentielles, ce n'est pas la macroéconomie, hein, ce n'est pas la gestion de la politique monétaire, de la politique budgétaire, c'est la formation, enfin, c'est des choses que vous connaissez, dont vous savez qu'elles changent énormément, c'est la formation professionnelle, c'est l'apprentissage, c'est l'alternance, c'est l'entrée à l'université, c'est le primaire, hein, c'est l'école à tous les niveaux, c'est l'argent dans beaucoup d'argent qui est mis pour s'occuper des chômeurs en difficulté ou des jeunes en difficulté, les investissements stratégiques, le plan Juncker. Hein, il y a quand même 60% du plan Juncker qui va dans les PME. Hein, ce n'est pas que des investissements publics. Voilà. C'est bien plus important parce que ce qu'il faut traiter à nouveau, c'est compétences et modernisation du capital. Voilà ce que je veux dire sur la France. Bon, après ça, pour se remettre, on ira boire un verre et on pourra discuter. Hein, mais je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Mais vous voyez, il faut vraiment partir de l'idée qu'il ne faut pas prendre à l'envers les choses. Quoi. On améliorera le pouvoir d'achat si on remonte le taux d'emploi.
les inégalités en France, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas les très riches. Les inégalités, c'est le taux d'emploi faible, les difficultés d'entrer sur le marché du travail, les jeunes qui n'ont pas d'employabilité. Et c'est ça qu'il faut traiter, et c'est ça le plus urgent, quoi. Alors, pour continuer à se mettre de bonne humeur, donc j'ai un deuxième sujet qui est la question de la politique industrielle de l'Europe. Je suis assez frappé, on ne parle pas beaucoup de ça. Alors, je suis abonné à un fil de la Commission européenne qui m'abreuve tous les jours de messages grandioses des grands succès de l'Europe. Je suis un peu quand même plus inquiet et je voulais donc vous parler de cette question du développement de l'Europe dans les secteurs stratégiques qui me paraît centrale et qui me paraît aujourd'hui un sujet d'inquiétude. Alors, je vais prendre deux grands thèmes, hein, le thème des énergies renouvelables et le thème des grandes entreprises de l'Internet. Dans les énergies renouvelables, comme vous savez, il y a trois industries essentielles, hein. Il y a les cellules solaires, il y a l'éolien et il y a les batteries électriques. Alors, il y a des spécialistes de la voiture dans la salle. Je dirais peut-être un tout petit mot tout à l'heure de ceci. Il ne me semble pas qu'on en parle assez. Le seul de ces trois secteurs dans lequel l'Europe est présente, c'est l'éolien. Hein, si vous prenez les cellules solaires, donc je vous ai classé les plus grands producteurs avec leur pays, leur part de marché. Donc Chine, quoi, je veux dire. Hein, donc là, c'est réglé. La Chine a pris un quasi-monopole sur les cellules solaires. L'éolien, non. C'est assez européen. Oui, le plus grand, c'est Vestas. Hein, le plus grand producteur est danois. Hein, il y a des Chinois, mais ils ne sont pas particulièrement gros par rapport aux Européens. Alors la batterie électrique, c'est l'Asie, quoi. Hein, Japon, Chine, Corée. Et pratiquement la totalité, à part quelques... Il y a l'usine de Tesla, enfin la totalité des batteries est produite en Chine. Cet enjeu-là est incroyable. Moi, je vais souvent en Chine, hein, et on travaille beaucoup avec le gouvernement chinois sur beaucoup de ces sujets. Il y a eu une approche en Chine il y a 15-20 ans, mais que ceux qui sont dans l'industrie automobile de la salle connaissent, hein, qui a été de se dire la voiture électrique va remplacer les voitures traditionnelles et il faut qu'on maîtrise la filière entièrement du haut en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les approvisionnements en lithium, en cobalt, en terres rares. On va ramener ça en Chine, on va raffiner le cobalt. Hein. On va avoir les grands fabricants de batteries en Chine. On va mettre des régulations qui forcent les Chinois à acheter des voitures électriques et les constructeurs à en fabriquer. Et on va fabriquer l'électronique, etc. Et on va faire toute la filière. Et puis, ça y est, hein, les Chinois ont maintenant fabriqué cette filière de la voiture électrique. La batterie électrique, vous savez, dans une voiture électrique, ça représente à peu près 40% de la valeur de la voiture. Donc une voiture électrique, aujourd'hui, quand elle va être fabriquée en Europe de l'Ouest, aura un contenu européen de l'Ouest à peu près nul. Vous avez c'est toute la partie un peu sophistiquée aujourd'hui autour du moteur qui est devenu extrêmement complexe, hein, avec des moteurs très sophistiqués, est remplacée par un moteur électrique. J'exagère à peine, mais un moteur électrique de voiture, c'est un peu comme un moteur de machine à laver, quoi. C'est pas très très sophistiqué. Et puis une batterie qui est très compliquée, mais pour laquelle l'Europe, pour l'instant, n'existe pas. Alors il y a un projet européen qu'on a décidé d'appeler l'Airbus de la batterie électrique, qui n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Les Allemands n'ont pas du tout l'air d'être fascinés par ce projet. Ils ont répondu en disant qu'ils réfléchissaient à un groupement allemand, hein, qui ferait des bêtises. Mais honnêtement, pour l'instant, la Chine a pris un monopole dans cette industrie stratégique. Je dirais tout à l'heure, d'un point de vue d'économiste, que tout ceci a inspiré. Et le second sujet, bien sûr, c'est les entreprises de l'Internet, c'est-à-dire les GAFAM. Il n'y a pas de GAFAM en Europe. Regardez la capitalisation boursière des valeurs technologiques. Elle est peut-être un peu haute aux États-Unis. Enfin, elle l'est moins depuis 3 semaines. Et vous voyez l'écart, hein, de poids. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de GAFAM en Europe? En fait, c'est quelque chose qui a été extrêmement mal compris, que j'ai écrit là. Je vais expliquer ce fameux truc, The Winner Takes All. C'est quelque chose qui est extrêmement mal compris par les autorités européennes. C'est que dans ce monde des nouvelles technologies, on est avec des rendements croissants. Ça veut dire qu'en gros, il y a des gros coûts fixes. Hein, si vous êtes Google, etc., vous êtes des gros coûts fixes. Et ensuite, plus vous avez de clients, plus bien sûr le coût de vente pour un client, le coût marginal, hein, pour le client devient petit. Donc les coûts marginaux sont décroissants. Hein, vous étalez vos coûts fixes, qui sont très importants, sur un nombre croissant de clients. Les économistes savent depuis très longtemps que dans ce genre d'industrie, à l'équilibre, s'il n'y a rien d'autre qui apparaît, il reste une seule entreprise. Hein, d'où The Winner Takes All. Le plus gros prend tout le marché, parce que le plus gros est moins cher à la marge que les plus petits.
Donc, si on veut avoir une industrie européenne de l'Internet, il faut empêcher les gros Américains de venir sur le marché européen, sinon les petits Européens n'ont aucune chance d'exister. Prenez le moteur de recherche, Google a 96% de part de marché dans l'UE. Hein. Il y a un très très beau moteur de recherche français qui s'appelle Quant, hein, qui a 2% ou 3% de part de marché. Bon, en plus, c'est un Corse sympathique et fêlé qui a créé ça. Mais ça ne peut pas marcher. Google l'écrase en ayant ces coûts marginaux beaucoup plus bas. Et donc les Européens ont une pratique de la concurrence qui a consisté à dire on va faire à tout moment ce qui est mieux maintenant pour le consommateur. Donc effectivement, pour le consommateur, il vaut mieux avoir Google. C'est moins cher. Simplement, si vous faites ça, vous ouvrez votre frontière et il n'y aura jamais de boîte de l'Internet européenne. Qu'ont fait les Chinois ? Ils ont fermé. Et donc, ils ont fait Baidu, Tencent, Huawei, Alibaba, etc. Parce qu'ils ont fermé leur marché aux Américains. Donc, ils ont développé leur boîte sur le marché intérieur, qui est plus grand en habitants, mais qui n'est pas plus grand en PIB que le marché européen. Et une fois que leurs boîtes ont eu cette énorme taille sur le marché chinois, ils ont ouvert et ils ont laissé leurs boîtes aller à l'étranger parce qu'elles avaient cette taille critique qui leur permettait d'être concurrentielles. Donc je crois il y a un vrai problème de compréhension, ce que les économistes appellent la théorie dynamique de la concurrence. C'est qu'il faut réfléchir au prix pour le consommateur, pas maintenant mais à moyen terme. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait développer des Européens qui auraient créé des entreprises stratégiques européennes dans ces domaines en comprenant qu'il y a des rendements croissants et que les gros sont plus concurrentiels que les petits dans ce type d'industrie. Ce qui d'ailleurs devient un phénomène assez général. Je crois que les économistes réfléchissent aujourd'hui de plus en plus au fait que même dans des industries normales, aujourd'hui, il y a aussi des rendements croissants. Un avion, c'est essentiellement des coûts de développement, etc. Et que donc, plus vous en vendez, moins l'avion est cher, quoi. Donc, c'est quelque chose qui change complètement, normalement, la perception de la concurrence. Et l'Europe a eu cette vision extrêmement étriquée de la concurrence en disant « Ah ouais, mais si on ne s'ouvre pas aux Américains, le consommateur européen va payer plus cher maintenant, donc c'est pas bien. » Voilà. Donc, c'était un mouvement d'humeur contre l'Europe. Je crois que c'est très important. Et je crains malheureusement qu'il soit tard, parce qu'une fois que vous avez laissé les très grandes entreprises mondiales en dehors d'Europe s'installer, ça va être extrêmement compliqué de fabriquer de grands Européens dans ces mêmes industries. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement ennuyeux. Je crois qu'on ne se rend pas compte, par exemple, dans l'industrie automobile, enfin si, les industriels d'automobile, hein, mais que le public ou les commentateurs ou les hommes politiques ne se rendent pas compte de l'ampleur des pertes d'emplois en Europe que va être le passage à la voiture électrique, hein, avec le passage en Asie, hein, de toute la valeur ajoutée correspondant à l'équipement et à la batterie de la voiture. Alors, troisième sujet, j'aggrave mon cas parce que tout ça va de plus en plus mal, mais troisième sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir, c'est peut-il y avoir une crise financière mondiale ? Est-ce qu'il faut être aussi inquiet qu'on aurait dû l'être en 2005, 2006, 2007 ? Ou est-ce qu'on est dans un monde très différent de celui d'il y a 10 ans ? Alors, à la fin, je dirais des choses un peu plus conjoncturelles. La réflexion, les gens qui travaillent sur ce sujet, le FMI, un grand universitaire américain, des gens comme vous voyez, Robert Shiller, Joe Stiglitz, etc., partent de l'idée qu'on n'a pas réglé le problème de la dette. Hein. Et ce que vous voyez ici, c'est la dette totale du monde. Hein. Alors, évidemment, il y a eu, après la crise, vous voyez, il y a eu une baisse, et puis maintenant, on remonte. Hein. Vous voyez qu'on a à peu près le même taux d'endettement du monde qu'après la crise. Donc, c'est l'ensemble des dettes, aussi bien publiques que privées, sur la planète. Hein. Et ça fait à peu près 280% du produit intérieur brut du monde. Hein. Et on était, il y a 30 ans, hein, on était à 180%. Donc, il y a ce trend. Évidemment, les crises, hein, la fin des années 90 ou 2008 réduisent, puis ensuite on repart. Donc les tenants de la théorie du risque, hein, du financier disent on n'a pas du tout réglé le problème de dette, et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura à nouveau des crises de la dette, comme on a eu hein, en 2008-2009, une très forte crise de la dette. Alors, je crois que pour réfléchir sainement, il faut être un peu plus spécifique. Et je vais couper en 4 rondelles la dette du monde. La rondelle numéro 1, ce sont les dettes publiques des pays de l'OCDE.
hein. Et là, évidemment, vous voyez le saut lié à la crise. Maintenant, c'est stabilisé. On est, vous voyez, vers 112-113% du PIB. On était à 60% il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, on a presque doublé. Donc, on a cette marche énorme, hein, sur les taux d'endettement public. Et je vais y revenir. La deuxième rondelle, ce sont les dettes privées des pays de l'OCDE. Et c'est là qu'il y a quand même un changement considérable qui est pas perçu par ceux qui sont très négatifs ou très noirs, hein. On est revenu, vous voyez, au niveau d'endettement pratiquement du début des années 2000, hein, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Une des rares exceptions, vous savez, sont les entreprises françaises, hein, dont le taux d'endettement a continué à monter. Je défends la thèse à la Banque de France que c'est pour une bonne raison, c'est qu'elles investissent, hein, et qu'on ne doit pas s'en inquiéter trop. Mais quand vous prenez l'ensemble de l'OCDE, vous voyez, il y a un énorme désendettement du secteur privé de l'OCDE. Et en plus, cette dette est devenue très simple. La titrisation, hein, les ABS, sont aujourd'hui, c'est assez incroyable d'ailleurs, 6 fois plus petits en taille qu'en 2006. Hein, il y a 6 fois moins de titrisation de crédit aujourd'hui en encours qu'en 2006. Donc on a une dette qui... Il y a beaucoup moins de finances complexes, hein, qui est construite à partir de cette dette. Et en plus, on est revenu à des niveaux d'endettement qui ne sont pas tellement supérieurs finalement à ceux de la fin des années 90. Donc c'est assez difficile quand même d'être très noir sur la dette privée de l'OCDE. Et puis les deux derniers morceaux, évidemment, ce sont la Chine et les émergents. Alors en haut, vous voyez le taux d'endettement de la Chine. Alors j'en reviendrai aussi. Et en dessous, le taux d'endettement des autres émergents. Alors les autres émergents, vous voyez, ce n'est pas des taux d'endettement qui sont très élevés, mais cependant, c'est le même que celui qui avait déclenché la grande crise des émergents en 1998. Alors que penser de tout ça? Bon, à nouveau, dette privée. Je ne pense pas que la dette privée dans l'OCDE, à nouveau, soit un problème. On a eu un énorme désendettement. Aux États-Unis, la dette des ménages américains, qui est la cause de la crise des subprimes, elle est au niveau de 2000 aujourd'hui. On a enlevé toute la hausse de la dette qui venait de la période de la bulle immobilière. Dette publique de l'OCDE, je vais revenir. Je vais d'abord traiter les émergents. Les émergents hors Chine, on a, ça y est, les ennuis, on les a. Regardez l'Argentine, la Turquie, les taux de change de ces pays. Cette dette est assez largement une dette extérieure, hein, c'est de l'endettement des pays auprès du reste du monde, dans certains cas avec beaucoup de dettes en dollars, hein, les pays d'Asie, en Argentine, et on a les effets extraordinairement négatifs de cet endettement sur les taux de change de ces pays, hein, qui ont des mouvements absolument effrayants. Regardez le Brésil, hein, on a une amélioration des mouvements de capitaux vers le Brésil jusqu'en 2017. Le réal, à ce moment-là, est à 3,20 sur le dollar. Un an plus tard, on est à 4,50. Hein. Vous connaissez un pays qui résiste à ce genre de variation du change. Donc on a, de façon larvée, maintenant depuis 7-8 ans, une crise continuelle des émergents, avec des mouvements extrêmement violents des taux de change qui sont liés à l'endettement extérieur. La Chine, par contre, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Alors, je vais expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets sur l'endettement de la Chine. Je crois qu'il faut quand même dire deux choses. Un, les Chinois épargnent comme des brutes. C'est que le taux d'épargne de la nation en Chine, c'est 47%. Hein, quand il y a $1 de PIB en Chine, il y a 47 centimes d'épargne. Aux États-Unis, il y a 14 centimes. Hein. Ce n'est pas les ménages, hein, c'est l'épargne de tout le monde. Les Chinois n'ont pas le droit d'exporter cette épargne. Il y a des contrôles des capitaux. Ils ont très peu le droit d'investir à l'étranger. Et donc, si vous avez énormément d'épargne et qu'elle ne peut pas sortir, elle est forcément prêtée dans le pays. Donc, forcément, il y a de la dette. Hein, elle ne peut pas disparaître, cette épargne. Elle disparaîtrait si les Chinois avaient le droit de la prêter au reste du monde. Ils n'ont pas le droit. Donc, elle est prêtée à d'autres Chinois par construction. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est le reflet de l'épargne des Chinois. Et c'est quand même pas très dangereux. Prenez un pays comme le Brésil, il y a un énorme endettement sans épargne. Ça, c'est dangereux parce que l'endettement, c'est l'épargne du reste du monde prêtée au Brésil. Là, les Chinois se prêtent à eux-mêmes, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le droit de prêter au reste du monde. Et puis, deuxièmement, 70% de cette dette est faite par des banques d'État, hein, qui seraient immédiatement recapitalisées par le gouvernement chinois s'il y avait un problème. Et troisièmement, alors c'est un truc un peu plus technique, mais je trouve assez drôle, les banques chinoises nettoient leur bilan en temps continu. Il n'y a absolument aucun crédit douteux dans les bilans des banques chinoises. Qu'est-ce qu'elles font? Chaque fois qu'elles ont une créance douteuse d'une entreprise qui ne rembourse pas, elles swappent cette dette, cette mauvaise dette contre des actions, hein, un debt to equity swap, et elles mettent cette action dans les produits de la banque privée, hein, qui est ensuite distribuée aux épargnants. Donc les épargnants chinois ramassent
toutes sortes d'actions pourries qui viennent des swaps des mauvaises dettes et qui nettoient en temps continu les bilans des banques. Alors économiquement, c'est un ISF qui recapitalise les banques. Ouais, c'est assez malin. Et en fait, ça nettoie les bilans. Les banques chinoises ont des bilans extraordinairement propres, simplement parce qu'en continu, elles sortent les mauvaises créances de leur bilan. Donc la Chine, dette de la Chine, ce n'est pas un sujet. Alors, donc les émergents, on l'a déjà. Et donc je viens au vrai sujet qui est les dettes publiques de l'OCDE. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 115% du PIB de dette publique ? Eh bien, il y a une seule réponse à ça, qui est, eh bien, on est condamné à garder des taux d'intérêt anormalement bas jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, pour le monde, ce que vous avez en haut, c'est la croissance en valeur du monde. Le monde croît à 7% par an, 4% en volume et 3% d'inflation. Et les taux d'intérêt du monde, vous voyez, ils se baladent autour de 3%. Si vous avez une croissance à 7 et des taux à 3, regardez en France, l'État français s'endette à 0,70 avec une croissance cette année en valeur qui va être de l'ordre de 3%, quoi. L'État américain s'endette à 3%, avec une croissance cette année qui est de 6, etc. Donc tant que les taux d'intérêt sont incroyablement plus bas que la croissance, il ne peut pas y avoir de problème avec la dette. Et donc les banques centrales s'occupent d'éviter qu'il y ait une crise des dettes publiques. Il ne peut y avoir une crise des dettes publiques que si les banques centrales l'acceptent. Et ça, c'est un message qui est souvent pas très bien compris. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais les taux d'intérêt vont remonter et il y aura une crise des dettes publiques. » Oui, c'est vrai, mais pour cela, il faut que les banques centrales acceptent que les taux d'intérêt remontent. Quel est le seul problème qu'on peut avoir ? Et c'est une transition à mon dernier point, si on veut avoir 3 minutes pour vous poser des questions. Le seul problème, c'est les pays qui n'ont pas de banque centrale. Parce qu'un pays qui n'a pas de banque centrale ne peut pas utiliser sa banque centrale pour faire baisser les taux d'intérêt et solvabiliser l'État. Et il y a par exemple un pays dont je vais dire un mot, ça s'appelle l'Italie, qui n'a pas de banque centrale, puisque c'est la BCE, et donc ne maîtrise pas ses taux d'intérêt, ce qui fait que les taux d'intérêt de l'Italie ont énormément monté, et qu'aujourd'hui, l'Italie n'assure plus sa solvabilité de son budget. Mais les États-Unis, la zone euro globalement, le Royaume-Uni, le Japon, etc., sont des pays où vous ne pouvez imaginer une crise des dettes publiques qu'avec l'accord de la Banque centrale. Quelle est la probabilité qu'une banque centrale accepte qu'il y ait une crise des dettes publiques ? Elle est de 0. Jamais les banques centrales ne laisseront les États de ces pays faire faillite. Donc il n'y aura pas de crise des dettes publiques, mais vous avez la contrepartie ennuyeuse, c'est que les taux d'intérêt, alors ennuyeux, je ne sais pas, pour les entrepreneurs de la salle, non, pour les banquiers de la salle, oui, la contrepartie, c'est que les taux d'intérêt vont rester jusqu'à la fin des temps anormalement bas, puisque la remontée des taux d'intérêt serait mortelle pour les budgets des États. Le cas le plus extraordinaire, c'est le Japon. Au Japon, la Banque centrale a décidé que l'objectif de la politique monétaire, c'était que le taux d'intérêt à 10 ans soit de 0. Comme un truc absolument incroyable. Et ils le font, quoi. Le taux d'intérêt à 10 ans est de 0. La dette publique, c'est 240% du PIB. Comme le taux est de 0, ça a quand même relativement peu d'importance. Si le taux d'intérêt au Japon était de 3%, l'État japonais ferait faillite. Et donc, vous avez aujourd'hui le nouvel équilibre qui est, il n'y a plus aucune rigueur budgétaire, mais on est obligé d'associer ça à des politiques de taux d'intérêt extravagantes jusqu'à la fin des temps. Sinon, on fabriquerait une crise des dettes publiques. Évidemment, ces politiques monétaires extravagantes ont plein d'autres inconvénients. Les taux d'intérêt ne reflètent pas le risque. Ils peuvent faire apparaître des bulles, et on a à nouveau des bulles, par exemple, sur les prix de l'immobilier aux États-Unis ou au Japon. Ils peuvent pousser les États, d'ailleurs, à ne jamais faire l'effort de réduire leurs dettes, etc. Mais c'est la solution c'est la seule solution qu'on ait en main aujourd'hui pour éviter que les taux d'endettement public au niveau où ils sont fabriquent à répétition des crises des dettes publiques. Alors, un dernier mot un tout petit peu plus conjoncturel. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des perspectives 2019 et de quelque chose de bien plus grave que le consensus ? Le consensus des économistes, des institutions internationales, etc., c'est que l'économie mondiale ralentit, mais pas dramatiquement. Par exemple, en France, on dit qu'on va avoir 1,5% de croissance et pas 1,7%. Aux États-Unis, 2,2% et pas 3%. En Chine, vous savez que la croissance est faite avec des fléchettes par le président de la République, donc c'est compliqué à savoir. Mais si on avait vraiment des chiffres de croissance 5 et pas 6,5, etc., etc. Donc, et la croissance mondiale, 3 et pas 3,8. Voilà à peu près ce que racontent les économistes. Est-ce qu'ils se trompent ?
Il racontait ça en 2007, hein, que 2008, il y aurait un ralentissement et que ça serait pas. Et puis on a eu -4. Donc est-ce que les économistes se trompent comme en 2007 ou est-ce qu'ils ne se trompent pas? À nouveau, on vient de le voir, je ne crois pas du tout qu'on est dans la même situation qu'en 2006 sur les risques financiers. Il y a beaucoup moins de finances complexes. Le secteur privé s'est énormément désendetté. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Personne n'envisage une forte remontée des taux d'intérêt, pas même la Réserve fédérale. Va aller à 3%, ce n'est pas ça qui changera grand-chose. Donc on n'a pas du tout la configuration de 2006-2007 avec des ABS, des taux d'intérêt qui remontaient, une crise de liquidité, etc. Deuxièmement, les émergents ne vont là. Et troisièmement, bien sûr, il y a tout ce que tout le monde évoque, qui sont le protectionnisme, le géopolitique et l'Italie. Donc, si vous permettez, je vais prendre 3 fois 2 minutes sur ces 3 points. Le géopolitique. Alors, commençons par le protectionnisme. En Chine, aujourd'hui, il y a une panique totale. La communauté des affaires chinoises, des chefs d'entreprise chinois, sont d'un pessimisme absolument noir. Ils pensent que le protectionnisme américain va tuer la croissance mondiale et la croissance de la Chine. Ils ont arrêté d'investir, ils ont arrêté d'acheter des voitures. Ça, c'est assez impressionnant. Évidemment, il y a cet effet psychologique sur la perception du monde par les Chinois. En réalité, je vais prendre 30 secondes pour vous démontrer que les droits de douane de Trump sur les prix chinois n'ont absolument aucun effet sur rien. Alors, la démonstration est comme suit. Ce que taxeront les Américains l'année prochaine, ce sont des produits chinois qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Et donc, si vous taxez un produit qui n'est pas fabriqué aux États-Unis, les États-Unis continueront à en importer exactement la même quantité. Exemple, déjà cette année, les cellules solaires. Les Américains continuent à importer des cellules solaires chinoises, simplement, ils les payent plus cher. Alors, pas toujours, parce que vous savez que l'administration donne ce qu'on appelle des waivers à certaines entreprises qui, en réalité, ne payent pas les droits de douane. Enfin, bon. Et donc, il n'y a aucun freinage des exportations de la Chine vers les États-Unis. D'ailleurs, elles n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, deuxième chose, on dit oui, mais aux États-Unis, ces produits importés deviennent plus chers, ce qui est vrai, puisqu'ils sont taxés. Le prix de l'acier a augmenté de 25%, le prix de l'aluminium de 25%, le prix des cellules solaires de 20%, le prix des machines à laver qui sont taxées pour je ne sais quelle raison de 20%. Oui, mais n'oubliez pas que des droits de douane, c'est un impôt. Donc, quand l'État américain lève des droits de douane, il collecte des impôts et il les rend aux Américains, puisqu'il augmente le déficit public. Donc, l'année prochaine, les Américains vont payer 50 milliards de dollars de droits de douane sur ce qu'ils importent de Chine, qui leur seront rendus par le budget. Donc, il n'y a aucune perte de revenus aux États-Unis. Donc, les droits de douane, ça ne fait rien. Enfin, ce type-là de droits de douane, ça ne fait rien. Donc, il n'y a aucun effet sur l'économie mondiale des droits de douane, sauf évidemment la panique, la peur que ça fasse quelque chose. Il ne faut pas négliger cet effet. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas d'effet des droits de douane. Donc, ce n'est pas un vrai risque. Le géopolitique, bon, je vais vite, mais on est quand même largement au-delà. Enfin, le pire est quand même connu. Enfin, l'Iran, ça y est. Les sanctions sur la Russie, ça y est. On a l'impression qu'on a vu un peu les choses. Bon. Alors, je finis sur la dernière chose qui me paraît vraiment inquiétante, et il me semble qu'on devrait regarder plus, c'est l'Italie. Et ce n'est pas simplement un souci pour l'Europe, je crois que c'est un souci global. Qu'est-ce que vous avez en Italie? Ce n'est pas tellement que le gouvernement italien va faire un déficit public beaucoup plus élevé que celui qu'il était censé faire, c'est que ce déficit public ne sert absolument à rien pour résoudre des problèmes de l'Italie. L'Italie n'a eu aucun gain de productivité depuis le milieu des années 90. La productivité est au même niveau qu'en 1995. C'est absolument incroyable. L'économie italienne a totalement stagné depuis 25 ans. Quand vous n'avez aucun gain de productivité, vous avez un gros problème de compétitivité, vous avez un gros problème de profitabilité, vous perdez des parts de marché, les salaires n'augmentent jamais, donc il y a une stagnation complète du pouvoir d'achat, et c'est ça, aucune hausse des recettes fiscales, donc aucune capacité à dépenser plus pour les dépenses publiques. Donc vous n'avez rien qui sort de la stagnation depuis 25 ans dans l'économie italienne. Que fait le gouvernement de coalition? Il décide de donner de l'argent aux consommateurs, en donnant 780 € par mois aux pauvres, en baissant les impôts, et puis en faisant ce truc formidable qui est dans un pays où il y a un incroyable vieillissement démographique et où la productivité n'augmente pas, en ramenant de 65 ans à 60 ans l'âge de la retraite. Et donc tout ça, qui va énormément coûter d'argent public, n'aura aucun effet sur le problème de fond de l'Italie, qui est la stagnation de la productivité.
il faudrait que les entreprises se modernisent, investissent davantage, regagnent des parts de marché, etc. Et donc, on sait qu'on va avoir 3 points de PIB en réalité de déficit public en Italie et l'année prochaine, une croissance sans doute autour de 0, que les marchés financiers vont très mal le prendre, donc que les taux d'intérêt de l'Italie vont continuer à monter, que les banques italiennes sont remplies de dettes publiques de l'Italie, et donc la hausse des taux d'intérêt, c'est une perte importante, au moins d'un point de vue économique pour les banques italiennes, et qu'il y a une contagion entre les systèmes bancaires de la zone euro, qui fait que quand les banques italiennes ont des cours boursiers qui baissent ou des primes de risque sur leurs dettes qui montent, ceci se transmet aux autres banques. Donc ça, ce mécanisme-là, il est très détestable, hein, et je crains qu'on ne soit pas au bout de la dégradation de la situation budgétaire de l'Italie. Si les taux italiens vont à 4%, ça va achever de totalement tuer la demande intérieure de l'Italie, mais ça va aussi dégrader encore la situation de l'ensemble du système bancaire européen. Et vous savez que ceci est dû à quelque chose qu'on n'a pas réussi à corriger en Europe, c'est que les banques détiennent dans leur portefeuille de liquidité des obligations de leur pays. Si les banques italiennes avaient un portefeuille diversifié de dettes, évidemment, il n'y aurait pas ce problème. Mais comme elles détiennent que pratiquement de la dette italienne, toutes les hausses de taux d'intérêt sur la dette italienne affectent directement les banques italiennes. Et donc, on a ce départ de crise par la situation des banques. Donc, je pense que, pas seulement en vue d'Europe, hein, en Asie, la semaine dernière, j'ai essayé d'expliquer aux clients de la banque qu'il fallait qu'ils regardent l'Italie, hein, que c'était un problème global et pas seulement un problème européen. Je pense que c'est en réalité le risque le plus important que nous ayons, que c'est plus grave que le géopolitique, que c'est plus grave que Trump, que c'est voilà, et que c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement méchant si on persiste dans ce truc vicieux où on fait du déficit public qui n'a aucune chance d'avoir un effet positif sur l'économie italienne. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Cela étant, je reviens pour finir en conclusion sur mon point d'avant. Nous ne sommes pas du tout en 2006 ou en 2007. Hein. Vraiment, les articles de presse en disant « Regardez, on est comme il y a 10 ans, hein, la dette », c'est pas vrai. C'est pas la même dette, les politiques monétaires sont pas les mêmes, la finance complexe est beaucoup plus maigre, je me répète, il n'y a pas de bulle sur l'immobilier généralisé, enfin, etc. Donc on est vraiment dans un monde extrêmement différent. Les banques ont des fonds propres qui sont 2 fois quelque chose de plus élevé. Enfin, on n'est pas du tout dans le même nombre qu'en 2007. Donc je ne crois pas qu'on peut transformer facilement le ralentissement économique en une récession. Et à nouveau, je pense qu'un des risques majeurs, c'est quand même le risque italien, parce que c'est gros, hein, c'est la plus grosse dette publique de l'Europe, et on voit bien qu'on est sur une dynamique. Alors là, depuis quelques jours, les marchés se rassurent en se disant mais les Italiens, ils vont finir par devenir sérieux. Je ne suis pas du tout certain que les Italiens deviennent sérieux, et je pense qu'il faut continuer à suivre ça d'assez près. Donc voilà ce que je vais vous dire ce soir. Donc résumé de tout ça, il reste du travail. Hein, donc il y a du travail en France, et c'est du travail de fond, hein, ce n'est pas des bricoles. Quand j'entends ce matin que peut-être pour sortir de tout ça, je ne devrais pas dire ça, je dis ça parce que je suis énervé, mais que en français envisagerait une hausse exceptionnelle du SMIC pour traiter le problème du pouvoir d'achat. Enfin, vous savez, quand on augmente de 1% le SMIC, on détruit 1% d'emplois peu qualifiés. Hein. Donc évitons ce genre de bêtises. Il faut travailler sur les problèmes de fond, hein, sur les compétences, sur la formation, sur le système scolaire, sur l'apprentissage, et ça sera bien plus efficace. Je plaide en Europe, et je crois que l'Europe commence à le comprendre, pour qu'on commence à faire de la politique industrielle européenne, hein, qu'on comprenne qu'il faut avoir des entreprises dans les secteurs stratégiques, on ne peut pas dépendre que des Américains ou des Chinois. Et puis, sur les risques financiers, faites attention aux simplifications excessives, quoi. Je dirais, c'est pas parce qu'on a le même niveau de dette globale qu'on est du tout dans la même situation qu'il y a 10 ans. Je crois que notre situation est quand même beaucoup plus robuste aujourd'hui que celle d'il y a 10 ans. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Patrick Artus. On va se donner le temps de 2-3 questions avant de se retrouver, bien sûr, dans notre cocktail tout à l'heure. Oui, juste une question. Vous évoquez effectivement l'absence de gain de productivité de l'Italie, qui est réelle et qui est avérée par les chiffres. En même temps, l'Italie réussit à garder un commerce extérieur dynamique, alors qu'en France, on est sur un commerce extérieur qui est catastrophique. Enfin, en tout cas, il est meilleur que le nôtre, il est moins mauvais. Comment est-ce que vous expliquez cet écart ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce jugement. L'Italie a un excédent extérieur qui est dû à l'effondrement de la demande intérieure. Quand vous regardez les exportations de l'Italie, c'est vrai qu'elles ont régressé. En volume, hein, en termes réels, elles ont augmenté, depuis la création de l'euro, elles ont augmenté de 60% en volume. Les exportations de la France ont augmenté de 140% et le commerce mondial de 180%.
Donc l'Italie a des exportations qui n'ont augmenté que comme 1/3 du commerce mondial. Donc si l'Italie a un excédent extérieur et nous un déficit, c'est uniquement la dynamique de la demande intérieure. L'Italie a tué sa demande intérieure après la crise de 2010, c'est justement parce que plus personne ne leur prêtait, donc de toute façon, ils ne pouvaient plus avoir un déficit extérieur. Mais en réalité, le commerce extérieur de l'Italie va beaucoup moins bien en réalité que celui de la France. Celui de la France pourrait faire mieux, mais celui d'Italie va beaucoup moins bien. Et il faut d'ailleurs, mais il reste de très belles entreprises en Italie, vous les connaissez tous dans vos industries. Et quand vous regardez l'idée qu'il y a cette Italie prospère de la plaine du Pô avec plein de belles PME, etc., c'est une idée qui commence à dater. La capacité de production dans l'industrie en Italie a baissé de 25% en 15 ans. 25% en 15 ans. Faillite. Et vous voyez, et en plus, le lien banque-entreprise est extrêmement dangereux, parce que vous avez en Italie, vous savez, vous avez des petites banques locales. Il y a 1200 banques en Italie. Il y a plein de petites banques locales qui travaillent dans une ville. Et les PME de la ville travaillent avec la banque de la ville. Si une PME est en difficulté, la banque est en difficulté, donc la banque arrête à prêter à toutes les PME de la ville, et toutes les PME de la ville sont en difficulté. Donc le fait que nous, on ait des grandes banques nationales, c'est un progrès qu'on a consolidé notre secteur bancaire en France depuis longtemps. C'est un immense progrès par rapport à ce secteur bancaire totalement éclaté qu'on a aujourd'hui en Italie. Est-ce que fondamentalement, l'industrie ne doit pas opérer sa mutation ? Oui, mais enfin, ça dépend de votre définition de l'industrie. J'aurais dû, je ne voulais pas parler très approfondi de ça. J'avais un bouquin entier là-dessus où j'expliquais, pour éviter des confusions, que j'appelais industrie tout secteur d'activité exportateur et créateur d'emplois assez sophistiqués. Donc il y a dedans, il y a l'industrie manufacturière, mais il y a plein d'autres secteurs d'activité. Il y a le jeu vidéo, vous voyez, le tourisme, enfin voilà, tout ça c'est de l'industrie pour moi. Et ça s'oppose à des secteurs d'activité qui sont locaux, c'est-à-dire qui ont des clientèles locales et souvent avec des niveaux de sophistication des emplois beaucoup plus faibles. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse se passer de l'industrie, mais au sens où je le défends. Parce que, d'abord, il faut bien équilibrer nos comptes extérieurs. On parlait de l'Italie. Si vous n'avez pas d'industrie, la seule façon d'équilibrer vos comptes extérieurs, c'est de baisser votre consommation. Ce n'est pas très sympathique comme technologie. Et ensuite, ce sont des emplois qualifiés. Je pense vraiment, et lisez mon dernier bouquin qui a un succès récent renouvelé, qui s'appelle « Et si les salariés se révoltaient ?» Donc j'en ai vendu 700 sur une barricade dimanche dernier. Non, j'exagère. Les deux misères, la misère centrale des salariés dans tout l'OCDE, c'est que les emplois industriels, au sens où je le définis, disparaissent, qui sont remplacés pour un petit peu par des emplois très sophistiqués dans les nouvelles technologies, les data scientists, la finance, etc. Et pour beaucoup, par des emplois peu sophistiqués dans les services de proximité. Vous voyez ça comme ça. Le secteur d'activité qui crée le plus d'emplois en France, c'est les agents de sécurité. Alors c'est formidable, sauf que c'est quand même dur à faire monter en gamme le garçon qui ouvre votre sac à l'entrée de l'opéra, quoi, je veux dire, et qui est payé au SMIC. Donc malheureusement, ceci, c'est un des problèmes majeurs, je pense, de nos sociétés. C'est pas que la France, c'est partout, y compris en Chine, et c'est lié. Et les pays qui y échappent sont ceux qui ont gardé de grosses industries, comme l'Allemagne, par exemple, ou le Japon. Parce que là, vous avez un cœur, il y a l'industrie et tous les services qui tournent autour. En Allemagne, l'industrie et tout ce qui tourne autour, c'est 40% du PIB. En France, c'est 18%. Et donc là, vous n'êtes pas dans le même monde, quoi, je veux dire, en termes de qualité des emplois, de niveau de rémunération. Donc moi, je suis absolument persuadé qu'en prenant cette définition large de l'industrie, donc qui inclut tout ce qui s'exporte à nouveau et qui est un peu compliqué, il y a plein de services là-dedans, évidemment aussi, mais appelons ça, je ne sais pas comment, la décision d'appeler ça industrie, ce truc-là, c'est crucial. Et quand on le perd, on est très mal. Et la France est en train de le perdre, y compris au sens large. Alors avec cette année, un redressement du tourisme, la transformation de la France en île grecque, si vous voulez, où le tourisme compenserait la fin de l'industrie manufacturière, n'arrive pas à me faire des sauts de joie, quoi. Donc voilà. Et donc je pense que c'est quand même un vrai sujet, cette question de l'industrie. Mais à nouveau, au sens large où vous l'entendez. Okay. Encore une question. Devant. Oui, Patrick, vous avez une connaissance France-Europe-Monde très avancée. Est-ce que vous croyez réellement à la réindustrialisation de la France ? Alors, si on dit non, on va directement au cocktail. Non, mais à nouveau, il y a Et si oui, dans quel secteur ?
Je pense, si vous voulez, je pense que d'abord il y a des pays qui l'ont fait, qui se sont réindustrialisés, des pays d'Europe du Nord, même l'Allemagne. L'Allemagne, on se rend pas. J'ai écrit un papier l'autre jour qui m'a frappé en l'écrivant. Quand vous regardez tous les chiffres de l'Allemagne en 2000, c'est à peu près les chiffres de la France aujourd'hui. Sur la vitesse de désindustrialisation, la montée du chômage, les problèmes du système éducatif, la faiblesse des gains de productivité, la faiblesse de la maintenance des entreprises. Choc décalé de la réunification et de la crise des devises dans les années 90. Et regardez l'Allemagne 15 ans plus tard. Même pas 15 ans plus tard, à partir de 2005-2006, simplement, ils ont pris les moyens de le faire. Alors, les mauvaises langues disent que Schröder ayant fait ça, le SPD a perdu ensuite toutes les élections depuis, ce qui est juste. Mais par ailleurs, quand même, ce qu'a fait Schröder sur le marché du travail, sur le système éducatif, sur le système fiscal, c'est impressionnant, je veux dire. Et à partir de 2004-2005, on voit tout qui redémarre. L'emploi, l'investissement, l'industrie, le taux d'emploi, les investissements industriels, les exports. Enfin, donc honnêtement, les Allemands l'ont fait. Alors simplement, ils l'ont fait par une technologie d'ailleurs qui est assez simple. C'est amélioration colossale du système éducatif et du système d'apprentissage, baisse des impôts des entreprises et, faut le dire quand même, contrainte très dure sur les Allemands pour qu'ils prennent des emplois, y compris correspondant pas nécessairement à l'emploi qu'ils venaient de perdre, ni en termes de secteur, ni en termes de niveau de rémunération. Donc un système de retour à l'emploi assez dirigiste et assez raide, quand même. Mais que vous avez aussi dans les pays d'Europe du Nord aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ayant fait ça, qui est quand même à la portée de la France, ils ont un redressement de leur industrie qui est incroyable, qui est incroyable. Ils avaient un déficit extérieur, les Allemands, au début des années 2000. Aujourd'hui, ils ont 9 points de PIB d'excédent. Donc, non, on sait faire, on peut faire. Avec une difficulté aussi, évidemment, c'est que c'est un effet qui est important. Le monde consomme de moins en moins d'industrie et de plus en plus de services. Et alors ça crée quand même... C'est plus difficile d'avoir de l'industrie aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ils sont où les nouveaux... Enfin, la nouvelle demande, elle est beaucoup dans les services. C'est nous tous, si notre vie consiste à aller au restaurant puis appeler Uber pour rentrer à la maison où on relève la gardienne des petits-enfants, etc., vous voyez que ce qu'on crée dans nos comportements, c'est des emplois de service. Donc ceci est un phénomène mondial. Donc on a un biais de l'économie mondiale vers les services qui, effectivement, va faire qu'il y aura moins de grands hubs industriels qu'avant. Ça, c'est clair. Mais honnêtement, on n'a aucune raison de ne pas en être. C'est quand même... mais la hauteur du challenge, c'est... Tout le monde regarde toujours l'Allemagne, mais regardez l'Espagne. L'Espagne a un système éducatif de grande qualité, des infrastructures parfaitement honorables, une électricité pas chère et des coûts unitaires du travail dans l'industrie 20% plus bas que ceux de la France. Donc il faut voir l'ampleur de la marche pour retrouver une compétitivité vis-à-vis des pays comme l'Espagne. Allez, une dernière question. Faire de politique, mais est-ce que vous pensez, au regard de ce que vous venez de dire, que les mesures qui ont été prises actuellement sont de nature à permettre le redressement que vous venez de décrire pour l'Allemagne ? Je dis oui. Enfin, je veux dire, on peut toujours... Non, celles qui sont prises. D'abord, je suis juge et parti, donc ne me croyez pas forcément, parce que moi, je travaille beaucoup avec Muriel Pénicaud sur les réformes du marché du travail. Quand vous prenez le système de formation professionnelle et que vous dites... On va passer d'un système où l'argent public allait à des instituts de formation en fonction du nombre de personnes qui leur passaient dans les mains, à un truc où vous dites l'argent public ira aux OPCO, aux instituts de formation, en fonction des résultats qu'elles obtiennent dans le retour à l'emploi. Je peux vous garantir que vous changez radicalement la nature du système de formation. Même chose pour les CFA et pour l'apprentissage. Rien que ce petit truc qui a l'air très technique change radicalement le fonctionnement du système, puisque ceux qui ne ramènent pas l'emploi n'auront plus d'argent. Ils vont disparaître. Donc honnêtement, il se fait plein de choses. Mais bien sûr, tout ça prend beaucoup de temps. Alors, encore, sur la formation professionnelle, je pense qu'en un an, on peut avoir des résultats. Bon, après, la réforme du CP, ça va attendre un peu, mais oui, bon. Après, je ne suis pas très fan des réformes fiscales du gouvernement. Enfin, comme économiste, on s'est tous exprimés assez librement là-dessus. Parce qu'il y a en gros, pour faire simple, on a baissé tous les impôts
sauf le plus stupide, enfin les plus stupides qui vous concernent, vous, dans la salle, qui sont les impôts sur la production des entreprises, qui sont comme des impôts très stupides, parce qu'on taxe une entreprise indépendamment de sa rentabilité, mais on a baissé à peu près tous les autres impôts. On aurait sans doute pu être un peu plus discriminant. Je ne suis pas sûr qu'il fallait supprimer la taxe d'habitation, par exemple. Ça va quand même coûter 20 milliards d'euros à la fin, quand tout le monde en bénéficiera. 20 milliards d'euros, c'est 6 fois le budget du CNRS. Ça devrait peut-être faire réfléchir, quoi, quand même. Donc parfois, je trouve qu'on a été un peu rapide dans la politique fiscale. Mais sur le marché du travail, on commence à avoir des choses, parce que les ordonnances ont augmenté de 15% le nombre de CDI dans les nouveaux contrats de travail en un an. Donc ça commence à se voir. Il y a les entreprises, enfin, vous tous, vous donnez de facto plus facilement des CDI. Essentiellement avec la règle de plafonnement des indemnités prud'homales, qui a l'air de fabriquer... Ça ne fabrique pas plus d'emplois, mais ça fabrique du CDI, ce qui est pas mal quand même. Donc voilà. Mais honnêtement, si vous regardez l'Allemagne, etc., tout ça met 3-4 ans. Donc si vous voulez, le problème politique, c'est que si tout va bien, ça commencera à aller bien en 2023, quoi, en gros. Non, j'exagère. Mais honnêtement, non, ces réformes sont bien. Alors, la réforme des retraites, après, on est dans le très, très long terme. Et là, l'UNEDIC, c'est un gros enjeu. Alors, je sais que dans la salle, vous n'êtes pas du tout des fanats, normalement, du bonus-malus sur les contrats courts. Et chaque fois que je parle à un entrepreneur du bonus-malus sur le contrat court, je passe par la fenêtre en courant avec mon parachute. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, sur l'incitation à retourner à l'emploi. On ne peut pas avoir des gens qui refusent continuellement des emplois sans arrêt. 2, il faut faire quelque chose sur l'allongement des durées d'indemnisation. On ne peut pas avoir des gens qui recréditent de 8 jours leur durée d'indemnisation tous les 15 jours en étant au chômeur 8 jours. On ne peut pas faire ça, quoi. Il y a des gens qui sont depuis 15 ans dans des contrats d'alternance, on va dire de permittence maintenant, 8 jours, dans la même entreprise depuis 15 ans, qui font 8 jours, et qui incrémentent leurs droits sans arrêt, et qui sont payés à temps plein pour bosser à mi-temps. Il faut arrêter ça, quoi, je veux dire. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire dans l'indemnisation du chômage. Et puis après, encore, ça va faire le plus gros, quoi, parce que quand vous avez fait l'éducation, la formation, l'apprentissage, le chômage, les retraites, la fiscalité, etc. Après, les trucs, on le sait. Alors, et après, il reste, je pense, quelque chose d'assez courageux qu'il faudra dire politiquement, c'est que la mobilité verte, comme on dit aujourd'hui, c'est plus cher que la mobilité à essence. Et tous ceux qui prétendent l'inverse sont des menteurs. L'énergie pétrole, c'est l'énergie la moins chère du monde. Alors, il y a des taxes, mais si vous enlevez les taxes, un baril de pétrole, ça coûte $20 à produire. Il n'y a absolument pas photo. Quand on va passer une mobilité non fossile, on aura un coût du transport qui sera plus élevé, forcément, puisqu'on remplace une énergie pas chère par une énergie plus chère. Et donc, il faut arrêter de faire croire que tout ça n'a pas de coût. Il y aura un coût complet, clair et important au passage à un mode de transport vert. Ça sera plus cher que le transport pas vert. C'est pour ça qu'on a le transport pas vert, parce qu'il n'est pas cher. La démonstration, elle est assez simple. Alors évidemment, il y a les taxes. Les États européens lèvent 400 milliards d'euros de taxes sur les carburants. Est-ce que vous croyez qu'ils vont faire l'abandon de 400 milliards d'euros de taxes? Évidemment non, ils vont les coller sur l'électricité. Donc quand il y aura des voitures électriques, vous paierez la taxe sur les carburants, mais en faisant le plein électrique de votre voiture. Et là, vous apercevrez que c'est beaucoup plus cher d'avoir une voiture électrique qu'une voiture à essence. Aujourd'hui, il y a un biais fiscal qui est colossal. Donc c'est vrai, il y aura un truc courageux à dire aux Français et aux Européens, vous allez payer plus cher de vous transporter. Parce que, à nouveau, le pétrole, c'est une énergie extraordinairement bon marché et on va s'en passer. Mais ça, c'est un autre point, mais c'est quand même un truc important aujourd'hui. Jean-Philippe, le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Artus.